chacune. Et pendant ces temps, si les personnes qui nous écoutent à la maison, ils ont des questions, ils peuvent nous écrire dans la chat. Ils peuvent nous écrire en italien, ça va très bien. Et à la fin, on va récolter les demandes et on va avoir un débat d'environ une vingtaine de minutes. On y tient beaucoup à remercier la Compagnie di San Paolo qui a rendu possible ce cycle de rencontres. Et je laisse la parole à Sophie Dawans et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup Stéphano. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ma présentation. Partager. Est-ce que vous la voyez? Oui, très bien. Voilà. Donc, merci pour cette présentation. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait à Bruxelles. Donc, moi, je fais partie d'un collectif d'architectes et urbanistes qui est chargé par la région de Bruxelles-Capitale depuis 5 ans de la mise en réseau des potagers citoyens à Bruxelles. Alors, je vais principalement, bien sûr, parler de la mise en réseau des potagers citoyens, mais je voudrais avant ça donner un peu de contexte en disant un petit mot sur la situation actuelle à Bruxelles, en évoquant la stratégie Good Food, qui est la politique que la région développe en faveur de l'agriculture urbaine notamment, et puis venir sur les 2 grands axes de travail sur lesquels nous sommes occupés, l'appel à projet et la mise en réseau. Et puis, si j'ai le temps, je terminerai par évoquer 3 enjeux prioritaires pour le développement et la pérennisation des potagers citoyens à Bruxelles. Alors, situation existante. Donc, d'abord, peut-être juste dire ce que nous, on appelle agriculture urbaine citoyenne, donner une définition. Donc, ça comprend à la fois les potagers familiaux. Donc, ce sont des potagers qui sont divisés en parcelles individuelles. On en retrouve notamment dans les parcs gérés par la région ou la société de chemin de fer, par exemple, loue aussi à bas prix des parcelles potagères. Les potagers collectifs sont gérés alors par un groupe d'habitants en commun, donc ils vont décider de semer ensemble, récolter ensemble, se répartir les cultures, etc. Et dans certains cas, ces habitants sont soutenus par une association ou un service public. Et puis, bien sûr, il y a des modèles hybrides où on va retrouver à la fois des parcelles individuelles et des parcelles collectives. Alors voilà le territoire de la région. Donc, comme vous savez, la région de Bruxelles-Capitale, c'est 19 communes, une superficie de 161 km² pour 1 211 000 habitants. Et quelque chose qui est quand même très spécifique à Bruxelles, c'est que 40% des habitants disposent d'un jardin privé. Donc ça, c'est très particulier pour une capitale. C'est énorme, hein? Alors, en 2018, on a eu un grand recensement et on a identifié 392 sites potagers à Bruxelles, donc des sites potagers citoyens, puisqu'il y a aussi des projets d'agriculture urbaine professionnelle, qui représentaient 78,9 hectares, ça veut dire 0,5% plus ou moins du territoire bruxellois. Il y avait déjà eu un recensement en 2013, et donc on voit qu'il y a une évolution négative de la surface. Donc on était à 82 hectares, si mes souvenirs sont bons, en 2013, mais que le nombre de potagers augmente. Donc ça veut dire que les potagers sont plus petits, mais vous voyez qu'ils sont bien répartis sur le territoire de toute la région. Alors, on va retrouver différents types de potagers, bien sûr, des potagers en pleine terre. Sur la carte, c'est ceux que vous voyez en orange, qui représentent 81%. Donc, ça aussi, c'est très important et c'est en lien, évidemment, avec la disponibilité foncière qui est encore à Bruxelles. 16% en bac et très faible développement en toiture, 3% seulement. Et puis, on va retrouver aussi des potagers dans l'espace public, dans l'esprit de Incredible Eatable, hein, où les gens cultivent dans des bacs dans l'espace public et tout le monde peut se servir. Donc, vous voyez que forcément, sans surprise, les potagers en bac se trouvent plutôt dans la partie centrale de la ville. Bon, ma souris ne marche pas. Et dans la partie le long du canal, qui est évidemment la partie la plus densément urbanisée et la plus industrialisée. Quelques petites photos. Alors, peut-être une dernière chose que je veux dire pour caractériser les potagers bruxellois, c'est que autour de la culture de légumes se sont développés partout toutes sortes d'autres projets. Presque tous les potagers ont un compost de quartier. Il y a très souvent des cultures d'arbres fruitiers ou des petits fruitiers, des plantes aromatiques et médicinales, des ruches, des mares, des fours à pain. Donc, ce sont souvent des projets multifonctionnels. Alors, un petit mot pour la stratégie Good Food. Alors, la stratégie Good Food, c'est une politique publique qui est développée par la région de Bruxelles-Capitale, donc qui a été adoptée en 2016 et aujourd'hui, on en est au stade de l'évaluation.
qui vise d'une part à mieux produire, donc cultiver et transformer localement des aliments sains et respectueux de l'environnement, et aussi bien manger en rendant accessible à tous une alimentation savoureuse, équilibrée et composée d'un maximum de produits locaux. Donc on pourrait dire beaucoup de choses sur cette stratégie, je ne vais pas m'étendre, mais un des 7 axes stratégiques centraux vise justement l'augmentation de la production alimentaire locale et durable, avec 2 ambitions chiffrées. L'une est en 2020, les sites de potagers citoyens doivent couvrir une surface minimale de 82 hectares. Donc ça, c'était la surface qu'il y avait en 2013, mais qu'il n'y avait déjà plus en 2018. Donc maintenir les superficies et viser à ce que 30% des ménages produisent une partie de leur alimentation, donc 30% des gens qui jardinent. Alors, au niveau de soutien spécifique à l'agriculture urbaine citoyenne, puisque dans la stratégie Good Food, il y a aussi un volet qui soutient l'agriculture urbaine professionnelle. 2 axes principaux, l'appel à projet Inspirons le quartier, donc ça c'est le premier. Donc, en fait, chaque année, la région de Bruxelles-Capitale lance un appel à projet à destination des citoyens pour soutenir des projets développés par les citoyens. On va trouver des projets dans différents domaines, des potagers, mais aussi des projets d'alimentation, par exemple la construction de poulaillers ou des projets autour de la récupération d'invendus ou des ateliers de cuisine, toutes sortes de choses, des projets de compost collectif, des projets de nature et biodiversité, principalement pour végétaliser l'espace public, donc les pieds d'arbres plantés sur les façades, etc. Des projets zéro déchet, des projets énergie et des projets plus globaux qui s'appelle Quartier durable citoyen. Je ne vais pas m'étendre ici. Depuis 2011, donc cet appel à projet, en tout cas pour les potagers, existe et en moyenne, 10 potagers sont créés dans ce cadre-là depuis lors. Alors, en quoi consiste l'accompagnement, l'aide, le soutien qui est donné aux potagers? D'une part, ils reçoivent un subside de 3 000 €, mais surtout, donc ça leur permet d'acheter des semences, des plantes, des outils, enfin tout ce qui est nécessaire pour démarrer un projet. Mais surtout, ils reçoivent un accompagnement technique en matière de maraîchage de la part d'une ASBL qui s'appelle le Début des haricots et qui va vraiment les aider à savoir comment planter, enfin s'ils ne le savent pas, quoi planter, etc. Mais qui va aussi apporter un soutien pour la dynamique de groupe, puisqu'il s'agit de potagers collectifs ici. C'est important d'avoir aussi un soutien pour savoir comment s'organiser. Inspirons le quartier va aussi donner des formations et un appui méthodologique, par exemple pour l'animation de réunions, pour mobiliser des nouveaux membres, pour communiquer dans le quartier, pour évaluer le projet. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site Inspirons le quartier, qui est encore un peu en chantier, mais où vous verrez toutes les informations sur cet appel à projet. Alors, venons-en maintenant à la mise en réseau des potagers citoyens. Donc ça, c'est plutôt le volet sur lequel moi, je travaille avec le collectif IP. Alors, le public cible de cette mise en réseau, avant tout, ce sont les jardiniers qui sont impliqués dans un projet de potager avec une dimension collective. Donc, ça veut dire bien sûr les potagers collectifs, mais par exemple, dans les jardins familiaux, il y a aussi quand même une dimension collective, puisque même si chacun a sa parcelle, il faut se mettre d'accord sur la manière dont on cultive, par exemple par rapport aux pesticides, etc. Mais aussi souvent, ils partagent des outils, il y a des fêtes communes, etc. Et puis, indirectement, ce réseau, il vise tous les gens qui s'intéressent à l'agriculture urbaine à Bruxelles. Les objectifs, c'est avant tout, ça c'est vraiment l'objectif principal, c'est faciliter le partage d'expériences, le partage de savoir, le partage de savoir-faire et même de matériel. Il y a des outils coûteux, par exemple, qu'on peut se partager entre jardins. Et puis aussi, c'est une possibilité de s'entraider, d'échanger des coups de main. On va aussi, à travers le réseau, essayer de valoriser les projets existants et susciter de nouvelles initiatives, faire vivre le mouvement et favoriser la communication entre les jardins eux-mêmes, mais aussi entre les jardins et d'autres acteurs bruxellois. C'est un peu abstrait, mais vous allez voir ce que je veux dire par là. Alors, très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont nos actions? Eh bien, d'abord, on a ce qu'on appelle les grands événements. C'est un peu pompeux de l'appeler comme ça, mais donc c'est des événements qui visent à s'ouvrir à un public beaucoup plus large, donc pas seulement les membres du réseau. Et donc, par exemple, chaque année, on organise une grande bourse aux semences. Donc, il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a un réseau des jardins semenciers. Vous les voyez là au-dessus sur la dia. Donc, ce sont des jardiniers qui sont dans différents jardins dans la région de Bruxelles-Capitale et qui ont formé des groupes par type de légumes. Donc, il y a le groupe tomate, le groupe pois, le groupe salade, et qui vont produire leurs propres semences
à la fois pour justement préserver des variétés anciennes et puis aussi pour un peu échapper au circuit des Monsanto et autres. Donc, c'est un grand événement qui a lieu toutes les années au mois de février et qui rassemble au moins 200 personnes. Et puis, on profite de cet événement pour organiser une conférence débat sur un sujet qui intéresse les potagers. Donc, on invite des personnalités extérieures, mais on laisse aussi la possibilité aux membres du réseau de venir témoigner. Donc, on a par exemple travaillé une fois sur cette épineuse question des semences. On a travaillé une autre fois sur la question des abeilles, puisque les ruchers domestiques font fureur à Bruxelles, mais beaucoup d'environnementalistes déplorent le fait que les abeilles domestiques font concurrence aux abeilles sauvages qui sont qui donnent du pollen. On a fait, c'est comme ça que j'avais rencontré Karina justement, une rencontre entre les politiques urbaines à Bruxelles et à Paris pour voir ce que les deux capitales proposaient. On a travaillé sur les potagers et la pollution des sols. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est un enjeu évidemment majeur. Et puis la dernière conférence était consacrée aux fruitiers en ville. Alors, je ne vais pas passer en revue tout ce qu'on a fait. Ça, c'est vraiment le grand rendez-vous qui arrive chaque année. Mais on a par exemple aussi organisé une visite et une rencontre avec le réseau des jardins collectifs à Charleroi. On a organisé des rallyes vélos de potager en potager. Donc, vous voyez qu'on avait fait par quartier des itinéraires et ça permettait au grand public de venir visiter les potagers et rencontrer les jardiniers. Un rallye à vélo, évidemment. On a aussi organisé des rencontres dans les jardins autour des récits, parce que c'est vrai qu'un potager, c'est un lieu, mais c'est aussi, et peut-être parfois surtout, un lieu de rencontre et de convivialité, où il se passe des choses, il y a des choses qui se vivent, il y a une histoire, il y a des succès, il y a des défaites, etc. Et donc l'idée était ici plutôt d'accueillir le public pour raconter l'histoire du potager, raconter des anecdotes, etc. Enfin voilà, on en a fait beaucoup d'autres, mais c'est des exemples d'activités qu'on fait. Alors, deuxième grand type d'activité qui nous prend sans doute le plus d'énergie, ce sont les chantiers collectifs citoyens qui ont lieu 7 fois par an. Alors, le principe de ces chantiers, quand on a commencé à faire la mise en réseau, on a vite remarqué que les jardiniers, ce sont des bénévoles, ils font ça en plus de leur travail ou de leurs autres activités. Et pour eux, le plus important, c'est d'être dans leur jardin. Et donc, on n'avait pas envie de commencer à organiser des tas de conférences, de formations bien loin de chez eux. On s'est dit, autant profiter des jardins pour faire de la formation et des activités dans les jardins. Et donc, les chantiers citoyens, on les organise en collaboration avec un jardin à partir d'un besoin ressenti par ce jardin. Et donc, nous, on peut apporter un soutien en identifiant un expert dans le réseau qui va encadrer ce chantier, qui va accompagner le chantier. Et on fait une communication. Vous voyez qu'on a fait une bannière qu'on va retrouver sur tous nos supports de communication. Donc, on invite tous les jardins du réseau. On a un peu d'argent pour financer du matériel, etc. Donc, on va vraiment soutenir le jardin. Et donc, l'idée, c'est que les jardiniers qui organisent le chantier, pour eux, c'est une opportunité parce qu'il va y avoir sur une demi-journée ou une journée complète un gros travail qui va être effectué et qui leur est utile, qui correspond à leurs besoins. Et les participants qui viennent donner un coup de main, eux, de leur côté, ils apprennent une nouvelle technique qu'ils vont pouvoir ensuite retransplanter dans leur propre jardin. Alors, quelques images. Donc, on a par exemple réalisé un dispositif de récolte d'eau de pluie, puisque c'est très important dans les jardins. On l'a fait plusieurs fois d'ailleurs, surtout avec les sécheresses de plus en plus nombreuses, une création d'une mare ou la rénovation d'une mare, un chantier plus de permaculture avec la création d'une lasagne, la construction d'une spirale aromatique. Ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais on a fait une toilette sèche aussi dans un jardin. Ça peut être important si on veut que les gens puissent y rester longtemps avec une toiture verte. Chantier de taille d'arbres fruitiers qu'on a fait à plusieurs reprises. Voilà, des serres sur des bacs en bois tressé. Un chantier sur justement expliquer comment et pourquoi produire des semences, construction de bacs, construction d'un poulailler. Voilà. Donc, les chantiers citoyens. Et puis, alors, on a deux outils de communication très importants. Une mailing list, dont vous voyez l'adresse là-bas, qui a plus ou moins 1500 membres. On est modérateur de cette mailing list.
Et l'idée est de permettre aux différents potagers, aux membres du réseau, de communiquer entre eux par ce biais-là. Donc, c'est l'occasion pour les jardins de dire, ben voilà, moi, j'ai besoin d'un coup de main parce que je voudrais faire un chantier samedi, ou j'ai besoin d'un tel outil, ou ben voilà, j'ai besoin d'un conseil sur telle et telle chose. Donc, toutes les communications sont possibles. Ou offrir, voilà, j'ai trop de terreau, je voudrais en partager. Donc, c'est vraiment un outil de communication entre les jardiniers, mais c'est aussi un lieu où on va diffuser toutes les informations sur ce qui se passe en matière d'agriculture à Bruxelles. Donc, des formations, de l'emploi, des fêtes, etc., etc. Et puis alors, on a aussi une permanence mail, donc ma collègue et moi, dont vous voyez l'adresse, qui vise à faire un peu vivre le mouvement. Donc, tous les gens qui veulent des informations sur le réseau peuvent s'adresser à nous via cette adresse-là. Donc, c'est très à la mode, évidemment, l'agriculture urbaine. Donc, on a beaucoup d'étudiants, beaucoup de chercheurs, beaucoup de journalistes, etc., qui nous contactent pour avoir des informations sur le réseau ou pour rentrer en contact avec des jardins. Et donc, on sert un peu d'interface. Mais c'est aussi un lieu où quelqu'un qui voudrait bien cultiver et rejoindre un jardin s'adresse à nous. Donc, presque 3 fois par semaine, on a des gens qui nous écrivent, voilà, je viens de déménager à Scarbeck et je voudrais rejoindre un potager. Et donc, nous, on les met en contact avec les porteurs des projets à proximité de leur habitation. Et enfin, on a aussi une mission de présentation et représentation du réseau. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais donc, on travaille avec des écoles, on travaille dans des salons, des foires, etc., etc., pour présenter le réseau et pour faire vivre quelque part la dynamique. Alors, je termine rapidement avec les enjeux prioritaires pour le développement et la pérennisation des potagers collectifs. Tels que nous, on les identifie. Il y a bien sûr un enjeu en termes de participation et de dynamique collective, puisque comme dans toute dynamique collective, bénévole surtout, la participation est fluctuante. Donc, parfois, on a quelqu'un qui est très moteur dans un groupe et puis il se désinvestit parce qu'il déménage ou il change de priorité. Et parfois, la dynamique s'essouffle un peu. Il y a aussi toute une dynamique conflictuelle qui peut surgir parce que surtout dans un potager collectif, quand on travaille vraiment ensemble et qu'on doit se mettre d'accord sur tout, ça peut poser des conflits. Et on constate aussi que par rapport à des publics plus fragiles sur le plan socio-économique, par exemple, le besoin d'accompagnement qui est offert pendant la première année n'est pas toujours suffisant et que parfois, après cet accompagnement, dans le cadre de l'appel à projet, eh bien, la dynamique s'essouffle un peu. Donc, c'est utile parfois d'avoir une association ou un pouvoir public en relais. Deuxième élément, c'est les terres polluées. Donc, comme souvent dans les grandes villes, le passé industriel de Bruxelles fait qu'il y a beaucoup de terres qui sont polluées, principalement aux métaux lourds et aux polluants organiques. Alors, pour les projets de potager qui sont créés dans le cadre de l'appel à projet, il y a des prélèvements de terres qui se font pour voir si les terres sont polluées. Et si la pollution dépasse un certain seuil, les jardiniers doivent alors cultiver hors terre, en bac, ce qui génère souvent une frustration importante parce que c'est un contact moins direct avec la nature et puis ça réduit la surface évidemment de culture. Juste une petite chose, c'est que dans une logique vraiment d'empowerment, avant c'était une société extérieure qui venait faire les essais de sol. Aujourd'hui, ce sont les jardiniers eux-mêmes qui prélèvent la terre, qui envoient au labo et qui reçoivent les résultats avec une grille pour les interpréter. Il y a un vadémécum, mais ils peuvent avoir un soutien pour faire ça, mais c'est vraiment eux qui sont à la manœuvre. Alors, il y a aussi beaucoup de potagers qui n'ont pas été créés dans le cadre de l'appel à projet et où il n'y a pas eu de test, et donc beaucoup de potagers qui sont cultivés dans des terres peut-être polluées sans que les jardiniers soient au courant. Alors, j'en profite juste pour évoquer une étude qui commence là maintenant et dans lequel le collectif dans lequel je travaille est impliqué. C'est le projet Cidésols. Donc, on va tester la dépollution par les plantes et par les champignons des terres cultivées. Donc, c'est une forme de dépollution très douce. On travaille en collaboration avec des laboratoires universitaires qui ont déjà testé cela en laboratoire. Et donc, il y a 10 potagers du réseau qui vont être des living labs, qui vont expérimenter en fait cette dépollution et essayer d'identifier quels sont l'aide et le soutien dont ils ont besoin pour pouvoir développer cette dépollution de manière autonome. Et enfin, et c'est ma dernière dia, il y a aussi évidemment une grande insécurité dans l'occupation des terrains parce que beaucoup des potagers sont implantés sur des terrains privés avec une convention précaire. Et donc, il y a évidemment une forte concurrence des potagers avec d'autres fonctions. Ça, c'est partout pareil. C'est vrai que la plus-value d'un potager sur le plan environnemental et social, elle
elle est indéniable, mais évidemment, elle est beaucoup moins rentable économiquement que des projets immobiliers. Et donc, il y a beaucoup de projets qui sont menacés, parfois qui disparaissent. Et il y a aussi des luttes urbaines auxquelles on participe aussi aux côtés des potagers pour justement défendre des potagers qui sont menacés par des grands projets de construction, etc. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas parlé trop rapidement. Je vais départager ça. On ne t'entend pas, Stéphano. Oui, non, on t'a très bien entendu. Mille merci. C'était très riche et c'était plein de suggestions hyper intéressantes pour nous. Donc, vraiment, vraiment merci. Et je laisserai la parole à Karina de la ville de Paris, Alors, qui a, elle aussi, nous bonsoir. préparé une présentation. Bonsoir. Alors, désolé, moi, ça va être un petit peu rock'n'roll parce que je n'arrive pas à partager mon écran, donc je vous demanderai votre indulgence. Je n'ai pas un tic, mais c'est parce que je ferai des gestes à Rita pour qu'elle avance. Voilà. Donc, merci à tous, en tout cas, pour votre écoute et merci pour votre invitation, bien entendu. Stéphane et Rita. Et eh bien, donc, effectivement, je travaille pour la ville de Paris en tant que responsable du pôle jardinage urbain. C'est une administration qui a en charge tout Paris avec les 20 arrondissements. Et je travaille plus précisément au sein d'une des directions, hein, parmi les 30 qui existent au sein de cette grande administration. Et cette direction, elle s'appelle la direction de l'espace vert et de l'environnement. Donc, elle a en gestion l'ensemble des jardins, parcs et bois de la ville de Paris, des cimetières, et elle s'occupe aussi de la question environnementale au travers du service pour lequel je travaille, qui est l'agence d'écologie urbaine, qui vise à réduire notre empreinte carbone. Ce service est composé de techniciens qui, par exemple, produisent le plan climat, le plan alimentation durable, qui s'intéressent aussi à tout ce qui est en jeu au niveau de la santé par rapport aux risques environnementaux, etc. Et moi, je travaille au sein de la division mobilisation du territoire, et plus précisément du coup pour le pôle jardinage urbain, où on a en charge toutes les questions de végétalisation participative. Donc, je vous présenterai tout d'abord dans un premier temps l'équipe, hein, parce qu'en fait, on travaille aussi bien sur le programme des jardins partagés, mais comme je vous disais à l'instant, sur toutes les questions de végétalisation participative. Mais aujourd'hui, on va plutôt faire un zoom sur les jardins partagés. Donc, pour ce faire, la ville a créé donc une équipe qui est dédiée sur toutes ces questions de végétalisation participative, avec un lieu ressource dans lequel tout citoyen et associatif ou acteur local, comme les mairies d'arrondissement ou des bailleurs sociaux ou toute autre instance qui a besoin d'être renseignée, peut se rendre soit à la maison du jardinage, bénéficier aussi d'une animation qui se décline au travers d'ateliers, de trocs, de conférences, qui participent bien entendu à l'animation du territoire. Et également qui a aussi, bien sûr, si vous voulez bien passer comme ça, on pourra voir un peu, qui a aussi bien des espaces d'exposition et un potager au sein d'un grand parc, qui a à la fois une vocation de démonstration, mais aussi d'expérimentation pour tout à chacun.
Alors, on développe également à l'accueil du public les possibilités aussi d'échanger des graines. Sophie en a parlé tout à l'heure, effectivement, pour sortir du champ des grands industriels et pouvoir préserver et développer des semences de proximité adaptées à nos régions. Et puis, bien entendu, dans une volonté aussi d'entraide, la possibilité de pouvoir emprunter des outils. Alors, cette équipe donc, a également du coup en charge le programme des jardins partagés. Donc aujourd'hui, on a en charge 146 jardins partagés qui sont répartis sur les territoires parisiens. Alors, à l'inverse de Bruxelles, vous voyez que ils sont particulièrement plutôt sur l'Est parisien. Alors, il y a plusieurs explications. Déjà, dans un premier lieu, d'une certaine manière, la disponibilité foncière, mais pas que. C'est aussi des territoires où il y a déjà des structures associatives qui sont très présentes et qui notamment ont des enjeux d'accompagnement sociaux, etc., et qui ont du coup trouvé au sein des jardins partagés un véritable levier pour justement accompagner au mieux ces territoires. Alors, pour nous, comment on définit du coup un jardin partagé? On le définit comme un jardin qui est animé de manière collective par des habitants, avec un support associatif. Et ce lieu doit être accessible au public avec pour objet de développer, bien sûr, des liens sociaux de proximité par le biais, bien entendu, d'activités de jardinage, mais aussi culturelles ou éducatifs. Donc, en fait, ça va être un véritable lieu de vie dans lequel, bien entendu, la part du jardin a son importance, mais pas seulement. Donc, ça pourra se décliner, comme vous voyez, avec toutes les petites bulles qu'on a, ou selon le projet de l'association et des habitants, ça pourra se décliner avec ces différents objectifs. Alors, bien entendu, nous, comme on est une administration, on est là aussi pour accompagner, donc c'est-à-dire faire émerger ces initiatives sur l'ensemble de Paris. Alors, soit à la demande directe des habitants, soit par le biais d'institutions, de mairies d'arrondissement qui ont repéré déjà un site et qui souhaitent développer un jardin partagé. Et dans ces cas-là, il faut faire naître évidemment une dynamique collective. Notre rôle est également d'accompagner ces porteurs de projets et de s'assurer que le site peut bien se prêter à y consacrer un jardin partagé, déjà par sa nature foncière, et puis bien entendu, Sophie en a parlé également, sur la qualité des sols qui est évidemment essentielle, pour lequel on conduit systématiquement des études historiques qui nous permettent de qualifier les polluants, enfin les potentiels pollutions qui auraient pu impacter la qualité de ce sol. Et d'en conclure quels sont les aménagements qui seront les plus adaptés dans ces cas-là. Et cette étude historique, à cette étude historique, on ajoute également des analyses de terre sur plusieurs prélèvements. Bon, comme vous vous en doutez, il est très souvent, ces terres sont impactées, alors avec des degrés bien entendu divers. Et donc, dès lors, on privilégie alors une culture hors sol. Alors, soit directement en prélevant la terre qui est en place, soit par le biais de cultures en bac.
Et cet aménagement va se faire en concertation aussi bien avec la dynamique du groupe associatif ou en tout cas qui est en train de se créer en association, que les parties prenantes localement, c'est-à-dire à l'échelle de l'arrondissement ou du quartier, et également avec nos services techniques. Donc, il va y avoir une co-construction et des échanges réguliers entre chaque. Dès lors où toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire aussi bien avec un projet associatif qu'on s'est assuré qu'on pouvait proposer un aménagement adéquat et qu'on a levé un budget, on a bien entendu des instances auprès desquelles on fait valider, soit par le Conseil de Paris, selon la nature du terrain, soit à l'échelle de l'arrondissement, par le biais des conseils d'arrondissement. Et une fois que, le jardin est aménagé et réalisé, il y a une remise de terrain auprès de l'association. Alors, ce qui est essentiel pour nous dans ce programme, c'est qu'il a été construit il a été construit aussi bien avec l'administration qu'avec le tissu associatif. Et ce programme, il est né suite à des initiatives citoyennes de jardins partagés qui avaient été faits en dehors de tout cadre et qui avaient fait remonter à ce moment-là au maire de Paris qui était Delanoë, le besoin et auprès des élus qui étaient à ce moment-là dans les années 2000, la volonté d'avoir des jardins à disposition et des envies aussi de jardiner. Pour répondre donc à cette demande, un programme a été construit en impliquant aussi bien l'administration que le tissu associatif et puis les habitants qui avaient montré de l'intérêt sur le sujet. Et de là a été créé ce programme Main Verte qui s'appuie sur une convention cadre et sur une charte. Cette charte, on y adhère obligatoirement quand on est en convention avec la ville de Paris pour un jardin partagé. Et cette charte, elle est aussi à disposition des associations qui ont créé des jardins partagés en dehors du domaine de la ville, comme par exemple des bailleurs sociaux ou même des partenaires complètement privés. Cette charte, en fait, elle va permettre une lisibilité et une cohérence sur l'ensemble du territoire, notamment sur l'engagement, si vous voulez bien, voilà, de la gestion écologique, c'est-à-dire bien sûr pas de produits phytosanitaires et une gestion qui prend en compte les ressources présentes et qui vont être le plus résilient possible aussi bien que pour les déchets que pour l'eau, donc favoriser évidemment la gestion économe en eau, avec aussi de pouvoir, quand on produit ces déchets, de pouvoir créer un cercle vertueux via le compost et après sa dégradation, de pouvoir le réutiliser au sein du jardin ou sur d'autres sites de jardinage. Et puis, un engagement aussi très fort qui est l'accueil du public. Donc, quand c'est un jardin partagé qui est au sein d'un espace vert, il doit être en permanence accessible. Et en même temps, ils doivent 2 fois par semaine, au moins, dont une le week-end, une demi-journée par week-end, prévoir des permanences d'accueil pour accueillir le public, indiquer ce qu'ils font et proposer également une animation par trimestre, annuelle, sur leur bilan d'activité. Alors, pour
un peu montrer voilà, différentes formes de jardins partagés. Donc ici, c'est un jardin partagé qui est dans le 2e arrondissement, qui a été fait par des habitants qui ont, eux, de leur propre initiative, hein, c'est eux qui ont repéré ce terrain et qui ont demandé à ce qu'il soit mis à leur disposition, chose qui a été faite et avec là aussi une résilience sur l'eau où ils en font leur affaire sans qu'on ait à leur apporter de l'eau. Nous, on leur a apporté les bacs et voilà. Donc là aussi, un autre type d'aménagement qui montre aussi que voilà, il y a une cabane qui a été mise et là aussi, hein, pour favoriser au mieux la biodiversité, la végétalisation, la toiture a été investie, comme vous voyez. Un jardin partagé qui a été fait dans un site historique, hein, au centre de Paris, dans un jardin public. Et là, ça, c'est un autre jardin qui a été initié par une école et qui a été complètement réalisé avec la dynamique associative, comme vous voyez, comme l'attestent les bacs qui sont présents. Ici, il y a un jardin partagé, là aussi, au cœur d'un site historique, hein, qui nous a demandé un très long chemin pour avoir l'accord des architectes du secteur, car il devait s'intégrer au niveau paysager. Ici, il y a un autre jardin là qui était au fond sur un terrain de sport. Donc, il y avait un petit espace qui n'était pas utilisé. Et là aussi, initiative de l'association et de l'école à proximité pour y faire un jardin partagé, ce qui permet en fait voilà, aux sportifs et aux écoles et aux habitants de pouvoir avoir un petit bout de jardin. C'est un des premiers jardins partagés dans cet arrondissement qui est très contraint. Dans le 11e, jardin partagé solidaire, alors nous avons plusieurs formes de jardins partagés. Il y a des jardins partagés qui ont des structures qui sont complètement constituées d'habitants et d'autres jardins partagés qui sont portés initialement par des travailleurs sociaux et qui accompagnent notamment des personnes très éloignées, soit du travail ou même parfois malheureusement qui sont sans domicile. Et le jardin partagé solidaire est un jardin qui en fait partie, qui est un véritable outil pour reconnecter déjà les personnes vers une activité commune et reprendre une vie sociale. Jardin partagé nomade, ça c'est un des premiers jardins partagés qui a été fait sur Paris. Et celui-ci, au départ, devait être fait de manière temporaire. Et en fait, sur initiative des habitants et de leur investissement, eh bien, il est resté jardin partagé et le projet de construction n'a pas eu lieu. Là, c'est un jardin partagé qui est sur une résidence d'un bailleur social. On a différentes manières de travailler avec les bailleurs sociaux. Soit des fois, ils créent des jardins collectifs, mais qui sont plutôt réservés juste aux résidents. Et quand des résidents ont manifesté ou sur initiative aussi localement d'autres associations, il peut y avoir des jardins vraiment partagés comme on l'entend, c'est-à-dire avec l'ouverture au public et avec une mixité sociale et une interaction avec une convention de la ville de Paris avec le bailleur social et l'association qui gère le jardin. Donc, ça vous montre aussi que l'interaction entre administration, acteurs de bailleurs sociaux et citoyens, elle peut être de différentes formes.
Donc là, c'est un jardin qui a plutôt un fonctionnement qu'on rapprocherait de jardin ouvrier, qui est au cœur d'un espace vert. Pardon. Là, c'est un des plus grands jardins partagés dans le 14e arrondissement, qui est le long de la petite ceinture. Là aussi, vous voyez, on travaille aussi avec d'autres acteurs que la ville, comme là, c'est la SNCF qui a toute une partie de réseau qui lui appartient et qui ne sont plus utilisés le long de la petite ceinture. Un jardin partagé sur toiture au-dessus d'un commerce, et là qui est pas du tout sur le domaine de la ville, hein, qui appartient au commerce qui est installé en dessous la galerie marchande. Là, c'est un des premiers jardins partagés qu'on a fait dans le 16e arrondissement. Là aussi, on a un jardin partagé d'habitants qui est assez dynamique. Là, jardin partagé univers aussi, qui est un jardin partagé solidaire, qui est fait chez un bailleur social et, et qui est dans un quartier politique de la ville, dans un quartier vraiment très, très défavorisé, et qui a réussi à aussi bien accompagner les personnes éloignées de l'emploi que de faire une véritable mixité avec les habitants et les écoles du secteur. Là, un autre exemple de jardin aussi. Ça, c'est un jardin partagé qui est sur le toit. On en a quelques-uns. Hein. Je pense qu'au niveau pourcentage, on est comme l'a indiqué Sophie pour Bruxelles. Hein. On n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns. Une autre manière aussi de répondre à l'envie citoyenne de végétaliser et puis de répondre aux objectifs de végétalisation de Paris, il a été donné la possibilité de végétaliser sur l'espace public via le permis de végétaliser qui a été lancé en 2015. Et là, ça permet aussi bien d'avoir des projets collectifs que des projets individuels en bas de chez soi. Alors, ça peut prendre différentes formes, soit sous forme de bac, soit sous forme de potelet, soit sous forme de… Pardon, Rita, si vous voulez bien. Voilà. Et cette démarche, elle est beaucoup plus simple que de porter un jardin partagé. Là, c'est une démarche qui est peut-être faite en ligne et où nous, on a pour mission d'instruire ces permis de végétaliser avec l'ensemble des services de la ville et des élus concernés. Donc là, on s'appuie sur une autorisation d'occupation du territoire et sur une charte de végétalisation de l'espace public parisien. Là où, bien sûr, c'est en commun avec la charte main verte des jardins partagés, c'est sur le volet gestion écologique et puis sur le volet social. Alors, ce permis de végétaliser et de débitumer, donc c'est-à-dire de pouvoir retirer le bitume qui est sur des portions de trottoirs ou d'espaces publics au profit d'une pleine terre et de permettre à ce qu'elle soit végétalisée par aussi bien des habitants que des associations ou des commerçants qui en ont fait la demande. Donc là, ça vous montre un petit peu la répartition du type de végétalisation qui est le plus plébiscité. Donc, ce qui est plus demandé, c'est plutôt la végétalisation des pieds d'arbres. Donc voilà quelques exemples et la répartition aussi des demandes. Vous voyez, pour une bonne part, ça reste des particuliers, mais néanmoins, les entreprises voient aussi un intérêt à participer à l'amélioration de leur cadre de vie.
Donc voilà quelques exemples sur Paris de végétalisation. Et donc là, contrairement au jardin partagé où on a une enveloppe dédiée pour le lancement des permis de végétaliser, c'est vraiment à la charge de la personne ou des entités qui ont fait la demande de débit fumé de faire cet aménagement. Actuellement, il y a une réflexion qui est en cours justement pour renforcer cet accompagnement de végétalisation. Alors, bien entendu, on leur propose à eux aussi, comme au jardin partagé, des rencontres régulières au travers d'ateliers d'échange à la maison du jardinage. Et puis, ils ont toujours la possibilité, quand ils le veulent, soit de nous appeler à la maison du jardinage, soit de nous écrire par une adresse mail dédiée. Donc là, ça vous montre aussi ici la manière de procéder pour débitumer et quelques exemples de végétalisation dans ce cadre-là. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais qu'il y a vraiment une attente très, très forte des habitants de cet accompagnement et que nous, on essaye de répondre au mieux à leurs demandes et de pouvoir aussi ajuster en fonction de la période l'accompagnement qui peut être fait. Merci pour votre attention. Et merci Rita. Merci Rita. Merci Karina, c'était très clair. J'espère que ça a été clair. Merci pour votre indulgence. C'était très, très clair et très intéressant. Je pense que ces deux exemples, ils ont des différences substantielles avec nous, dans le sens que, si j'ai bien compris, si pour Paris et que pour Bruxelles, c'est des organisations qui sont financées par la ville même, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, pour une bonne part, oui. Oui, il y a encore une petite différence, je dirais, entre les deux, puisque ici, à Paris, c'est vraiment la municipalité elle-même qui est à la manœuvre, alors que nous, on est mandaté par, donc moi, je ne suis pas pouvoir public du tout, donc on est mandaté, nous, par les pouvoirs publics. Donc, c'est un peu, ça change quand même un petit peu les choses, je pense. Oui. Aussi, quelque chose que je voulais préciser, peut-être que je n'ai pas précisé, c'est que, en tout cas, à Bruxelles, la volonté est vraiment de soutenir les projets qui émanent des citoyens. Et je dirais que 98%, comme on dit en belge, ou 98% en français, des projets sont portés strictement par des groupes de voisins, de citoyens, et que c'est assez rare ceux qui ont derrière eux une association, mais qu'il y a un appel à projet spécifique en dehors de ce que je vous ai expliqué, et donc en dehors des surfaces que j'ai évoquées aussi, pour les écoles, pour les associations, etc. Donc ici, c'est vraiment que l'architecture, que l'agriculture portée et développée par des citoyens. Donc c'est quand même voilà, particulier, je trouve, c'est intéressant à mettre en avant parce qu'il y a une vraie politique volontariste pour soutenir des projets qui viennent des gens et qui sont donc hyper différents les uns des autres parce que chaque groupe voilà, va faire les choses à sa manière. Oui, ça c'est un effet différent aussi par rapport à l'Italie ou par rapport à notre ville, où en effet les cas des groupes informels des citoyennes qui gèrent directement des potagers, ils sont assez rares. Et ça, je pense que c'est à cause du fait que la ville elle-même, elle ne pense pas qu'il peut y avoir une demande de ce type-là et donc il ne met pas à disposition des instruments. Et donc, à chaque fois, il faut inventer des instruments pour trouver un morceau de terre. Nous, qui on est à l'intérieur de l'association, on est d'un type très, très différent, comme statut, comme obtenir la terre, très hétérogène. Mais la ville ne pense pas, en effet, qu'on peut s'investir eux-mêmes comme groupe de citoyens dans un jardin. Ou même, comme ils font à Paris,
même pour des toutes petites surfaces comme devant de la maison, les trottoirs, la rue, et aspect que c'est très, très intéressant, mais pour nous, très Utopique. utopique. Oui, exactement. Pour l'instant, pour l'instant. Après, c'est des citoyens aussi qui portent, je pense, parce que nous, c'est sûr, voilà, initialement, à Paris, ça a été des initiatives citoyennes, et ensuite, les élus ont vu que c'était incontournable, et puis aussi un pragmatisme, enfin, comment dirais-je, quelque chose qui a changé dans la conscience aussi que sur l'écologie, et le besoin que les villes deviennent le plus résilientes et vivables aussi, notamment avec le changement climatique. Donc, on voit bien que ça répond aussi, cette végétalisation et ce développement, à une vraie problématique, en tout cas dans nos sociétés, qui est déjà en cours sur le changement climatique. Donc, une adaptation de nos villes, si je peux dire. Je ne sais pas s'il y a des questions entre nos publics qui nous suivent depuis. Je crois, Stéphano, qu'il y avait des questions dans la discussion. Non? Moi, dans le chat, je vois rien. Ah, je vois pour Sophie, quel est le budget annuel qui vous est donné? De combien je suis payée ou le budget annuel qui vous est donné par la métropole bruxelloise pour gérer le réseau et faire les activités? Alors ça, c'est le genre d'informations que j'oublie à la seconde où elle m'arrive, donc je pourrais donner des informations plus précises par la suite. Mais je dirais que la mise en réseau, plus l'accompagnement des 10 nouveaux projets par année, plus l'argent qui est donné directement au jardin dans le cadre de l'appel à projet, c'est aux environs de 150 000 € par an. Maintenant, ça a un peu varié d'une année à l'autre. Parfois, on a plus de moyens pour faire plus d'activités, parfois moins, mais c'est de cet acabit-là. Et je pourrais préciser peut-être par la suite, parce que je suis plus sûre, mais c'est de cet ordre-là en tout cas. Et puis je vois qu'il y a aussi une question sur le projet Cidesol, donc le projet de dépollution douce par les plantes et par les champignons. C'est un projet qui est aussi financé par la région de Bruxelles-Capitale, mais une autre administration, c'est l'administration de la recherche, et qui va vraiment favoriser le développement de projets de recherche en co-création. Donc, on sort des laboratoires universitaires pour travailler vraiment horizontalement avec différents acteurs associatifs, citoyens, etc. Donc, les Living Labs. Ce projet, il a démarré le 1er novembre, donc il est encore vraiment tout récent, même si on a eu un budget pour le monter pendant 1 an, hein, il est déjà bien avancé. Et donc, peut-être que la personne qui est intéressée par ce projet pourrait m'envoyer un mail, peut-être via Rita et Stéphano, pour que je puisse la tenir au courant, parce que nous sommes en train de travailler sur un site qui va présenter le projet et les différents résultats. Et donc, si même vous souhaitez être davantage informé, je peux vous donner des informations complémentaires. C'est une recherche qui va durer 3 ans. Et avec le rêve merveilleux qu'un jour, toute la région bruxelloise puisse être dépolluée de cette manière. Alors, peut-être pas les zones les plus polluées, mais que si on trouve la manière de pouvoir dépolluer de manière décentralisée et autonome, c'est-à-dire sans avoir besoin d'une entreprise, etc., les citoyens pourront aussi faire ça un jour dans leur jardin. Voilà, ce serait une manière, quelque part, de dépolluer de manière respectueuse du sol et de manière douce et bon marché. Il y a une question si vous faites des évaluations d'impact, et dans ce cas, selon quels critères? Alors, tant que j'ai la parole, je continue. Alors oui, on est tenu, bien entendu, d'évaluer quelque part l'impact, et c'est souvent un grand conflit entre les pouvoirs publics et nous, par exemple, parce que les pouvoirs publics qui nous financent, par ailleurs, ils veulent beaucoup du quantitatif. Donc, ils veulent combien de kilos de légumes, etc. Ça, c'est très important. C'est normal, parce que quelque part, ils doivent pouvoir faire un bilan. Mais le bénéfice des jardins citoyens, des potagers citoyens, il est vraiment beaucoup plus large
que cette question de la production alimentaire. Alors, c'est variable parce que nous, à Bruxelles, on a encore des très grands jardins qui peuvent être vraiment un apport alimentaire important. Mais dans beaucoup de cas, c'est plutôt un lieu où on renoue avec la nature, où on rencontre les autres. Et par exemple, on en parlait tout à l'heure avant le début de la conférence, en période de confinement, nous, on a pu quand même fréquenter les jardins. C'était vraiment des lieux de libération. Donc, voilà, je pense que c'est beaucoup plus qu'un lieu de culture, c'est vraiment un lieu de vie où se tissent des tas de projets, des tas de relations. C'est des lieux de résistance aussi. Donc, quelque part, c'est important pour les citoyens, cet aspect-là aussi. Et ce qu'on a essayé, alors bon, pour justement évaluer, on a essayé d'évaluer, par exemple, plus indirectement, en quoi le fait de cultiver un jardin faisait changer les habitudes alimentaires. Donc, est-ce que les personnes qui sont impliquées dans un jardin collectif vont acheter autrement, vont acheter des produits plus locaux, plus de saison, plus bio, etc. Mais c'est très difficile de le quantifier largement. Donc, on a fait des évaluations plutôt qualitatives qui semblent aller dans le sens qu'en effet, s'impliquer dans un jardin, c'est aussi prendre conscience qu'il y a des saisons, qu'il y a des choses qui poussent chez nous et d'autres pas, etc. Et qu'en tout cas, ça va dans le bon sens. Mais par exemple, pour tout l'aspect social, c'est une évidence. Quand on va dans les jardins, on se rend très vite compte que c'est un lieu de projet collectif très fort et d'ancrage citoyen très fort, mais c'est difficile à quantifier. Et faut-il d'ailleurs tout quantifier? Alors effectivement, comme Sophie, nous non plus, on ne quantifie pas, mais il est vrai que voilà, on se rend bien compte que, en tout cas nous, les témoignages, que ce soit des témoignages directs au travers des ateliers qu'on anime ou au travers des bilans annuels, c'est en tout cas un levier pour prendre conscience de sa consommation. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qui nous est traduit régulièrement, je dirais pas quotidiennement, mais presque. Ça a changé le paradigme de cette prise de conscience, de voir les plantes pousser, de sensibiliser aussi les plus jeunes à cette production et à cette diversité et à cette importance de manger plutôt, de favoriser local et bien manger sainement, on va dire. Et si je peux ajouter quelque chose, enfin, moi, quelque chose qui me semble très important, c'est aussi des projets collectifs dans lesquels les citoyens peuvent jouer un rôle d'acteur, c'est-à-dire pas seulement des consommateurs, disons, et que typiquement, ce type de projet, comme je le disais bien souvent, c'est beaucoup plus que la culture des légumes, c'est aussi des projets autour de la biodiversité, des abeilles, des poules, enfin bref, tout ça fait que finalement, ça permet aux gens quelque part de s'approprier aussi le territoire sur lequel ils vivent et de prendre des initiatives et d'être acteurs, quoi. Ce qui n'est pas toujours si facile dans nos vies bien compartimentées. Oui, effectivement, ça permet de participer à un projet un peu plus global à l'échelle du quartier. Et c'est vrai que c'est, enfin, en tout cas, nous c'est pour ça qu'on parle de lieu de vie, hein, parce que c'est vrai que ça va au-delà de l'activité de jardinage et de pouvoir juste faire une production qui d'ailleurs, par ailleurs, pour beaucoup de jardins partagés, ne serait pas, ce serait loin d'être suffisant. Mais en tout cas, une bonne manière de comprendre aussi le cycle de la vie et sa fragilité. Et aussi, du coup, l'envie de la préserver. Je vois, ils mènent beaucoup d'actions en ce sens, soit de sensibilisation, soit aussi en s'impliquant sur des aménagements, par exemple en faveur de la biodiversité ou des affichages pour amener le plus grand nombre à agir collectivement sur ces questions. Je vois qu'il y a une nouvelle question. Donc, Oui. il demande s'il y a des aménagements de temps partiel, un partiel civique pour des travailleurs salariés afin de leur permettre de fréquenter le potager de façon quotidienne. En tout cas, à Bruxelles, pas que je sache, mais c'est une super bonne idée, je vais la retenir. Je sais pas, à Paris, on peut prendre un temps partiel avec un temps potager dedans.
Bah, après, rien n'empêche, hein, si la personne lui permet de vivre. Mais en tout cas, non, nous, on est salariés à temps plein sur nos questions. Et sinon, par contre, on a des services civiques qui peuvent, pendant 6 mois, avoir un projet dans le cadre de la végétalisation participative pour aider à mieux pour nous apporter, à mieux accompagner les citoyens dans leurs besoins de conseils ou d'animation. Très bien. Alors, moi, j'avais encore une dernière question pour Sophie sur les points critiques et en effet, surtout sur la résolution des conflits et sur la consolidation des groupes informels, que ça me semblait très intéressant et juste savoir un peu plus comment ça se met un peu comment ça s'organise. Alors, donc, dans le cadre de l'appel à projet, donc il y a, comme je le disais, un accompagnement qui est offert pendant 1 année pour que les jardins se construisent. Et donc, à ce moment-là, il y a un accompagnement aussi sur la dynamique collective du groupe. Donc, on a nous et les collègues du début des haricots qui font l'accompagnement aussi des potagers, on a des outils plutôt pour réfléchir justement à des modèles d'organisation, des modèles de gouvernance. On essaie de réfléchir aussi les choses globalement. C'est pas clair, c'est pas juste des partages de tâches, c'est aussi de quelle société on veut voir émerger à travers la petite société du potager. Et donc, voilà, on va aider les groupes là-dedans. Et puis, en fait, on a la possibilité, dans le cadre de la mise en réseau, des potagers, soit qui ont été créés en dehors, parce qu'il faut savoir qu'il y a environ 100 potagers créés à travers l'appel à projet soutenu par les pouvoirs publics, mais il y en a presque 300 qui ont été créés en dehors de ça. Donc, il y a beaucoup de potagers qui ont été faits aussi de manière spontanée. Mais donc, tous les potagers peuvent nous appeler en cas de conflit et on peut alors venir jouer un peu un rôle de médiateur quelque part avec des outils et une expérience qu'on peut faire valoir. Ou donc, quelque part, oui, on arrive un peu comme le psy du groupe, en disant, le psychologue du groupe, où on écoute un peu les différents problèmes, on essaye avec un regard extérieur d'apporter un soutien pour reconstruire les choses. On n'y arrive pas toujours, hein, il y a des histoires tristes aussi, mais donc, en tout cas, on peut apporter un support là-dessus avec des outils méthodologiques et puis tout simplement en étant un tiers, ça permet parfois d'apporter un regard un peu extérieur sur des conflits. Alors, sur cette question, nous, on n'intervient pas en tant qu'administration, mais par contre, il y a des associations, par exemple Graines de Jardin, qui a en charge l'animation des réseaux du jardin en Île-de-France, qui peut, sur sollicitation des associations ou des pouvoirs publics, d'agir sur ce rôle de médiation. Et c'est très intéressant cet aspect, en effet, que tu dis, Sophie. Quelle société on imagine par la petite société des jardiniers? En effet, quand on se met de quelqu'un qui donne des règles ou de quelqu'un qui, quelque façon, crée le fonctionnement, on se pose énormément de questions parce que c'est aussi une question d'altérité et comment choisir entre les grande diversité des organisations possibles, plus collectives, moins collectives, on partage plus, on partage moins, on se donne des règles. C'est une question en effet qui nous interroge beaucoup. Oui. Oui. Moi, ça m'intéresse beaucoup cette dimension-là parce que je pense qu'en effet, c'est un espèce de laboratoire d'une société en plus petit, bon, avec quand même au départ des gens qui ont un projet commun, ce qui est quand même déjà une bonne base pour démarrer quelque chose ensemble. Mais après, c'est vrai que très vite, on se rend compte qu'il y a des modèles différents qui se confrontent dans le jardin, des tempéraments aussi différents, mais même des modèles, enfin, des représentations de comment ça doit fonctionner. Et c'est aussi un apprentissage important. Donc, quand je disais que le jardin, c'était vraiment beaucoup de choses au-delà de la culture, ben c'est ça aussi. Et quand je disais
le jardinier devient acteur, c'est aussi comment, en effet, on devient acteur de la société à travers la position qu'on prend, les relations qu'on établit avec les autres, la place qu'on donne à l'initiative. Voilà, tout ça s'expérimente au jardin, pas seulement au jardin, mais en tout cas au jardin. Oui, c'est une des questions, je pense, entre les plus intéressantes, qu'en effet, il nous demande aussi d'être c'est un peu anthropologue et pas seulement... Ouais. Anthropologue, psychologue, sociologue, paysagiste, maraîcher. Oui, exactement. Et spécialiste en communication. Ouais. Alors, moi, je pense on a terminé avec ces rencontres. Moi, je veux vous remercier énormément pour votre générosité d'informations, qui pour nous, ils sont très, très utiles et très précieuses. Et nous avez donné plein de suggestions intéressantes sur lesquelles travailler. Et donc, pour un nouveau sujet naissant qui s'occupe des potagers, c'est un très grand cadeau. Et on espère des bien visites entre dès quand ça sera possible et pour voir plus des proches nos projets et respectifs potagers. Bienvenue, vous voulez venez quand vous voulez. Nous aussi, vous êtes bienvenus. Ce sera avec grand plaisir. Mille merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous également et au plaisir de se rencontrer à nouveau. Oui. Merci Stefano, Sophie. Merci Karina. Merci Rita, merci Stefano. Oui. Merci à vous pour l'invitation. Oui. Dommage la prochaine fois, un Torah. Ah. Ça, c'est facile. J'attends la prochaine fois, alors vraiment. Oui. On a entendu alors. Merci beaucoup. Merci à tous les participants et à Stefano. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, au revoir. Stefano, oui.